On n'a pas de raison pour croire un seul mot que Poutine nous dit. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrianarisoa. En Ukraine, la possibilité de conclure la paix se rapproche. Ce sont les mots du chef de la délégation russe à Istanbul à l'issue d'une nouvelle journée de négociations. On vous explique. Il y a encore quelques jours, les pourparlers paraissaient pourtant bien mal embarqués. On apprenait que Roman Abramovich, propriétaire du club de foot de Chelsea et intermédiaire dans les négociations, présentait les symptômes d'un empoisonnement. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, cette histoire d'empoisonnement, c'est un véritable roman d'espionnage. On va vous raconter, on va vous expliquer qui est Abramovich, et puis on va voir que ce n'est pas le premier à être victime d'un empoisonnement. En ce qui concerne les négociations, je vais essayer de vous expliquer ce qui progresse et ce qui ne progresse pas. Ce qui ne progresse pas, c'est ce qui se passe sur le terrain. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrianarisoa. Il y a quelques jours, le Wall Street Journal a sorti un article qui a fait l'effet d'une bombe en parlant d'un possible empoisonnement de Roman Abramovich. Voilà, c'était donc une scène de roman d'espionnage. On a appris que l'un des hommes les plus riches de Russie, le milliardaire Roman Abramovich, a participé à des négociations entre Russes et Ukrainiens. Ça s'est passé apparemment au tout début du mois de mars, à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Et Abramovich, à l'issue de son séjour dans cette maison où avaient lieu les négociations, a eu d'abord les yeux qui ont rougi, puis la peau qui a pelé, la peau des mains et du visage. Il a perdu l'usage de la vue pendant 2 heures, et puis apparemment tout est rentré dans l'ordre. 2 autres négociateurs ukrainiens ont été victimes des mêmes symptômes. Si vous êtes fan de foot, il est possible que vous connaissiez déjà Roman Abramovich, qui est le propriétaire donc du club de Chelsea, mais c'est aussi et surtout un homme très très influent en Russie. Voilà, c'est un homme qui a fait fortune dans les années 90 au moment des grandes privatisations, ce qu'on a appelé le hold-up du siècle. C'est un certain nombre d'oligarques, donc de milliardaires, qui se sont emparés de toutes les grandes industries russes. À l'issue de cette période de 10 ans où il s'est enrichi considérablement, il a fait partie de ceux qui ont présenté Vladimir Poutine à son prédécesseur Boris Yeltsin. Donc Poutine lui doit beaucoup. S'il est en poste aujourd'hui, Abramovich n'y est pas pour rien. Il a ensuite, le milliardaire, essayé de faire un peu de politique, comme la plupart de ses semblables. Il s'est fait élire député, puis gouverneur dans une région du nord de la Russie, une région très, très pauvre. Il a amené énormément d'argent dans sa région. Même, on manquait de rennes à un moment. Et ben, il a importé des rennes en avion. Ça n'a pas servi à grand-chose. Et puis, au bout d'un moment, il s'est quand même dit qu'il fallait qu'il arrête de jouer avec le feu, parce que Poutine voulait personne autour de lui qui puisse lui faire de l'ombre. Et ces hommes très, très riches et qui faisaient un peu de politique, ça lui faisait peur. Un certain nombre ont eu des ennuis graves. Il y en a qui sont en prison depuis des années. Abramovich, il a dit non, je vais me retirer de la vie politique. Il est parti s'installer à Londres. C'est là qu'il a racheté le Chelsea, qui est un des plus beaux clubs de foot du monde. Il a racheté aussi un yacht, qui est le plus grand yacht du monde. Et bref, il s'est mis complètement à part. Il a acquis la nationalité israélienne, parce que ses 4 grands-parents étaient juifs, qui est très très concerné par l'histoire de la Shoah. Il a aussi acquis un passeport portugais, ça c'est très pratique, parce que ça permet de se déplacer complètement librement en Europe. Et bref, il s'est mis un petit peu à part. Donc quand on dit que c'est un proche de Poutine, c'est plus compliqué. Ça a été un proche de Poutine. Il a su intelligemment donc ne pas faire d'ombre à Poutine et se mettre de côté. Et depuis, voilà, c'est un homme de bonne volonté, et on découvre qu'il est capable, notamment parce que 2 de ses grands-parents étaient des juifs ukrainien, donc il est à moitié russe, à moitié ukrainien, et on découvre donc à l'occasion de cet empoisonnement qu'il est prêt à jouer un rôle éventuellement d'homme de bonne volonté dans cette négociation. Quand on parle d'un empoisonnement, on pense très facilement à la Russie, et c'est pas pour rien, mais dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Oui, alors on ne sait pas qui a pu l'empoisonner. Ça s'est passé à la frontière entre les 2 pays, donc ça peut venir de n'importe qui. Bien sûr, on accuse les Russes, mais un proche d'Abramovich dans le Wall Street Journal dit attention, c'est pas forcément de ce côté-là. Ça peut aussi être quiconque avait intérêt à ce que la négociation n'aboutisse pas. Donc, soit des gens de la ligne dure du côté du FSB, l'ancien KGB russe, soit les mêmes côté ukrainien, parce qu'ils ont été formés à la même école par le KGB, les services secrets ukrainiens. Donc, eux aussi pourraient avoir une branche dure qui ne veut pas non plus que les négociations aboutissent et qui aurait pu aussi l'empoisonner. Bref, on n'en sait rien.
Tu parles donc de la bonne vieille école du KGB, puisque c'est presque une sorte de signature des services secrets soviétiques. Oui, le KGB avait inventé ce qu'on avait appelé à l'époque le coup du parapluie bulgare. Ça concernait les dissidents qui se réfugiaient à l'ouest à l'époque de la guerre froide, et parfois ils étaient éliminés par un petit coup de parapluie pointu avec du poison au bout, et paf, un petit coup dans les jambes, et le dissident disparaissait. Plus récemment, bien sûr, on a en tête ce qui est arrivé à Navalny, Alexei Navalny, qui est l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, et qui a été gravement empoisonné il y a à peine 2 ans. Il en a réchappé par miracle, il aurait dû y passer. Le FSB avait réussi à empoisonner son slip. Il a mis son slip le matin, il a pris un avion de ligne qui devait le ramener de Sibérie jusqu'à Moscou. Normalement, il aurait dû y passer dans l'avion. Il a été pris de symptômes terribles. Il s'est roulé par terre dans le couloir central de l'avion de douleur. Et heureusement, le pilote a eu le réflexe de tout de suite poser son appareil pour qu'il puisse tout de suite être hospitalisé. Et il a été sauvé. Les Allemands ont réussi à le récupérer. Il a été soigné en Allemagne. Puis on connaît la suite de l'histoire. Il a voulu quand même rentrer à Moscou. Il est rentré à Moscou. Il s'est fait arrêter. Il a été condamné à 2 ans de prison. Et puis la semaine dernière, encore à 9 ans supplémentaires. Bref, l'opposant numéro 1 aurait dû être éliminé par le FSB parce qu'on l'a su. On a su, il y a eu des enquêtes journalistiques extrêmement bien faites qui ont démontré que c'était bien les services secrets russes qui avaient tenté cet empoisonnement de Navalny. Et puis la liste serait trop longue pour raconter tous ceux qui ont été victimes d'empoisonnement. Mais il y a eu surtout déjà un Ukrainien, Viktor Yushchenko. C'était le candidat à la présidentielle en Ukraine en 2004. Pendant la campagne électorale, d'un seul coup, sa peau s'était mise à devenir vérolée, complètement vérolée, et puis noir foncé presque. Il avait poursuivi la campagne, il avait gagné la présidentielle, renversé le président sortant pro-russe, et il s'était finalement remis de son empoisonnement. Enfin, il a gardé des traces, mais enfin, c'était quand même déjà en Ukraine, et c'était déjà quand même très spectaculaire, un quasi-empoisonnement donc d'un président ukrainien. On aurait pu penser que cet article allait mener à une escalade, à des accusations très graves qui auraient pu menacer la paix, mais malgré tout, les deux parties, donc les Ukrainiens et les Russes, se sont retrouvés à Istanbul cette semaine pour discuter, et a priori, il y a quand même eu des avancées. Oui, il y a des avancées sur le statut du pays, parce qu'il faut se souvenir que Poutine, il lance cette guerre en disant l'Ukraine risque d'adhérer à l'OTAN et c'est absolument insupportable pour moi, et donc je veux dénazifier le pays, démilitariser, renverser le président Zelensky. Enfin bref, ça c'était les objectifs de guerre. On n'en est plus là, on a progressé puisque de part et d'autre, la Russie dit maintenant que en fait ce qu'il voudrait c'est la garantie que le pays devienne neutre, c'est-à-dire n'adhère pas à l'OTAN, mais la Russie accepte l'idée que l'Ukraine puisse par exemple adhérer à l'Union européenne, puisque côté russe on dit un statut à la suédoise ou à l'autrichienne nous conviendrait. La Suède et l'Autriche, ils sont dans l'Union européenne, ils ont des armées, donc ils ne sont pas démilitarisés, mais ils ne sont pas membres de l'OTAN. Donc la Russie a fait un pas dans ce sens. L'Ukraine, à Istanbul cette semaine, dit « Ok, nous, ça nous va. On est d'accord pour ne pas adhérer à l'OTAN, à condition d'obtenir des garanties, c'est-à-dire que des grandes puissances, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, nous garantissent que si on est de nouveau attaqué par la Russie, on interviendrait pour nous sauver. » Donc voilà, et ça, c'est les avancées qui ont été faites par les Ukrainiens à Istanbul cette semaine, avec une avancée considérable, c'est de dire, voilà, nous, on est d'accord pour ce statut de pays neutre, et on est d'accord pour que la Crimée, qui a été annexée, et le Donbass, qui est séparatiste, soient hors de l'accord. On verra plus tard, on négociera plus tard, etc. Ce qui est une façon de la part de l'Ukraine de dire, en fait, si on en revient aux frontières d'avant la guerre, donc sans la Crimée et sans une partie du Donbass, ça nous irait. Donc, on a quand même des avancées assez importantes en ce qui concerne le statut du pays. Malgré ces annonces à l'issue des négociations, les Ukrainiens restent très méfiants et on peut les comprendre. La députée ukrainienne Lesia Vasilenko qui était reçue sur le plateau de BFM TV. On n'a pas de raison pour croire un seul mot que Poutine nous dit. On doit voir tous ces soldats russes, tous ces tanks, tous ces armements retirés et après, on pourrait le croire. C'est pas la première fois qu'il y a des effets d'annonce comme ça, que la Russie dit quelque chose et qu'on ne le constate pas réellement sur le terrain, ce qui fait que tout le monde, les États-Unis, le président Zelensky et les Ukrainiens en règle générale, restent très méfiants. Et pour cause, puisque les Russes à Istanbul ont dit ok, on va radicalement lever nos opérations militaires autour de Kiev, et il n'y a pas eu beaucoup de conséquences. Dans le nord aussi, ils avaient promis de lever le pied et ils ne l'ont pas fait. À Mariupol, rien n'est réglé. Donc en fait, sur le statut futur du pays, on voit des avancées, on
voit des convergences, on voit une solution qui pourrait se dessiner, mais sur le terrain, non. Pourquoi ? Parce que la carte n'est pas du tout dessinée. En réalité, les Ukrainiens seraient d'accord pour signer peut-être une paix avec les Russes en concédant la Crimée et une partie du Donbass, mais les Russes n'ont pas dit oui à ça du tout. Les Russes, ils n'ont pas dit jusqu'où ils voulaient s'arrêter. Pour l'instant, ils ont pris à peu près 10% du territoire ukrainien. Est-ce qu'ils sont prêts à se retirer un peu de certaines zones dans le nord et autour de Kiev? Sans doute, mais du côté de Mariupol, pas du tout. En fait, la clé, c'est Mariupol. C'est un port qui est sur la mer d'Azov, donc au sud, qui fait partie administrativement du Donbass, mais qui ne fait pas partie de ces régions qui étaient déjà séparées de l'Ukraine, qui étaient déjà pro-russes et séparatistes depuis plusieurs années. Donc c'est ce que veulent les Russes et c'est ce que ne veulent pas céder les Ukrainiens. C'est un port très important. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la ville martyre. C'est pour ça que c'est là qu'il y a les combats les pires. C'est pour ça que les Russes sont en train de raser la ville. Ils préfèrent la raser mais la conquérir que de l'abandonner aux Ukrainiens. Donc tout va se jouer là. Donc on voit bien que diplomatiquement cette semaine, il y a eu quelques progrès, mais militairement, rien n'est réglé, tout continue. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.